du Marais Bellevue. On va attendre encore quelques petites secondes là, que les gens aient le temps de se connecter. On avait quand même pas mal d'inscriptions pour la rencontre de ce soir. Ça va être très enrichissant et intéressant là, de pouvoir aller voir le beau projet là, du Marais Bellevue. Donc, j'attends encore un petit peu. J'ai un Jean-François qui semble avoir un petit problème de connexion. Bon, mais je pense que tout le monde qui avait à se connecter s'est connecté. Donc, je vais débuter la séance de ce soir. Donc, encore une fois, bonsoir à tous et à toutes. Moi, c'est Alexandra Mauger, conseillère en consultation publique à la Ville de Québec. Je vous remercie d'être parmi nous ce soir là, pour cette séance d'information et d'échange concernant l'aménagement du Marais Bellevue, qui est évidemment situé le long du lac Saint-Charles. Je pense que la grande majorité d'entre vous, vous êtes soit des résidents riverains du projet ou bien des personnes qui contribuent à ce même projet. Donc, je pense qu'on est un petit peu entre nous ce soir, finalement. Je vais souligner, là, vous allez pouvoir faire un petit salut à la caméra, mais je souligne la présence de nombreux collègues et intervenants. D'abord, j'ai Mme Mélanie Longchamp, qui est directrice générale d'Agiro, Mme Nancy Desharnais, qui est directrice générale du regroupement Action Famille à Lac-Saint-Charles, Rafale, Mme Anne-Marie Quentin, conseillère en environnement au service de la planification de l'aménagement et de l'environnement, Mme Lynne Chartier, qui est également conseillère en environnement au service de la prévention et qualité du milieu, Mme Héloïse Neveu, qui est architecte paysagiste au service de la planification et de l'aménagement et de l'environnement. Les deux prochaines sont du même service. Mme Marilyn Pedneau, qui est directrice à la section de l'eau et environnement de la division du développement durable, ainsi que sa directrice Sharon Clavet, qui est directrice de la division du développement durable. Et nous avons aussi parmi nous ce soir trois élus. Donc, nous avons Mme Marie-Josée Asselin, qui est vice-présidente du comité exécutif et responsable de l'environnement et de la protection des sources d'eau. M. Steve Verrette, que vous connaissez certainement bien, qui est membre du comité exécutif et conseiller municipal du district du Lac-Saint-Charles-Saint-Émile. Et enfin, nous comptons sur la présence de Mme Bianca Dussault, qui est présidente de l'arrondissement de la Haute-Saint-Charles. Je vais poursuivre et également, évidemment, je souligne la participation, la présence et leur soutien à l'animation de mes collègues là, Mario Demeul et Anne Pelletier, qui sont également conseillers en consultation publique à la Ville. Petite mention comme ça, déjà, première chose, la séance de ce soir, elle est enregistrée, mais c'est véritablement seulement pour... dans le fond, nous, on va garder le segment sur la présentation, puis on va le mettre en ligne là, dès demain matin. Comme ça, les gens qui n'ont pas pu participer à la séance de ce soir vont pouvoir quand même aller retrouver la présentation dès demain sur la page du projet. Également, pour ce soir, j'ai désactivé l'espace de discussion. Donc, c'est vraiment pour favoriser là, des échanges à l'oral le plus possible. Je vois qu'il n'y a personne qui est connecté par téléphone, donc ça sera encore plus facile. Si jamais, toutefois, vous souhaitez quand même envoyer une question ou un commentaire par écrit, je vous invite à le faire à mes collègues Anne ou Mario. Et puis, eux autres vont pouvoir lire à voix haute là, votre question ou votre commentaire. Puis, le déroulement de la soirée va être le suivant. Donc, dans un premier temps, il va. En fait, peut-être que même que je commencerai. Je vais commencer, en fait, je vais laisser peut-être Monsieur Verrette ouvrir la séance, puis ensuite, je procéderai là, à l'ordre du jour. Là. Donc, Monsieur Verrette, si vous voulez bien ouvrir la séance. Merci, Mme Mauger. Merci. Bonsoir tout le monde. Ça fait plaisir d'être là ce soir. Une bonne année à ceux que je n'ai pas pu souhaiter. On est encore en fin janvier, donc je me donne le droit de vous souhaiter une bonne année. Et on est ici ce soir pour présenter une partie du projet que vous avez déjà vu, mais peut-être aussi répondre à quelques interrogations sur le projet à venir et nos aménagements. Donc, merci d'être là et merci de tous vos commentaires. Vous voyez que l'équipe est grande au niveau de la ville, donc on est là pour bien saisir votre message et comprendre vos besoins. Je voudrais remercier Mme Asselin et Mme Dussault qui sont là, mes collègues de l'arrondissement. Donc, bonne soirée. Merci pour la musique, c'est très gentil. Peut-être fermer vos micros. C'est un bon rappel, effectivement. Merci beaucoup, M. Verrette. Donc, pour ce qui est du déroulement de la soirée, dans un premier temps, il va y avoir ma collègue Anne-Marie Quentin qui va présenter
un peu l'historique là, du marais Bellevue, avec l'appui de Mélanie Deslongchamps pour ce qui est du projet du marais filtrant et Mme Desharnais pour ce qui est du projet de forêt nourricière. Ensuite, Anne-Marie va compléter sa présentation avec les orientations qui guident l'aménagement du marais, puis le plan d'aménagement qu'on vous amène ce soir. On va poursuivre par la suite. Là. Je vais vous demander de garder en fait le plus possible vos questions, vos commentaires là, pour la suite. Donc, suite à la présentation, ben là, on va débuter une séance de questions, de commentaires. Vous allez avoir l'opportunité là, d'échanger avec nous, de faire part de vos inquiétudes, etc. Puis, je rappelle, ben, c'est vraiment le meilleur moment de le faire ce soir parce que tous les acteurs clés du projet sont présents ici. Ils sont là vraiment pour être à votre écoute. Donc, c'est vraiment le bon moment là, pour faire part de l'ensemble de vos inquiétudes, mais également vos suggestions. Vous pouvez souligner aussi les bons coups. C'est toujours positif là, pour l'équipe au projet. Puis, je rappelle qu'à la suite de cette rencontre, là, il va y avoir un rapport qui va être produit et mis en ligne. Puis, on va aussi effectuer un suivi avec les personnes qui sont présentes ce soir pour mentionner là, finalement qu'est-ce que sera le plan final là, en fonction là, des échanges qui vont avoir lieu ce soir. Et voilà. Donc, je vous remercie de nouveau d'être parmi nous et je vais inviter ma collègue Anne-Marie à prendre la parole. Merci beaucoup, Alexandra. Donc, je vais partager mon écran. Voilà, ce ne sera pas long, je vais le mettre en... Voilà. Donc, sur ce, Alexandra a mentionné un peu le plan de la présentation. D'abord, je vais vous parler de l'historique, puis après ça, je vais passer la parole à Mélanie Deslongchamps et à Nancy Desharnais. Puis, par la suite, je vais reprendre la parole pour vous parler des orientations là, qui a guidé le plan d'aménagement qui va vous être présenté ce soir. Puis, par la suite, on va prendre vos commentaires, évidemment, sur cette proposition. D'abord, l'historique de 2011 à 2012, on a fait plusieurs études là, qui ont guidé notre choix là, sur la gestion des eaux pluviales. C'était une problématique avec le plan d'action pour la protection du lac Saint-Charles et de la prise d'eau qui avait été identifié. Et puis, des études d'Agiro et de WSP là, ont permis d'identifier des secteurs prioritaires pour agir. Et puis, le secteur du fossé Bellevue était un des secteurs qui contaminait davantage le lac là, par son apport en matière en suspension. Donc, c'est pour ça qu'on a décidé en 2017 de travailler un projet qui viendrait traiter cette eau pluviale-là qui était rejetée au lac Saint-Charles. Donc, on a acheté en 2017 un terrain qui est le terrain qu'on va discuter aujourd'hui, là, situé entre la rue des Échassiers et la rue Philippe-Bédard. Par la suite, en 2018-2019, on a obtenu plusieurs bailleurs de fonds ont permis de réaliser ce projet-là. Donc, Agiro et la Ville ont collaboré pour ensuite réaliser les plans et devis de l'ouvrage qui allait être construit sur le site. La Ville, évidemment, a été un des sources là, de financement importants également dans ce projet. En 2018, il y a eu des rencontres sporadiques là, avec des citoyens riverains au site pour essayer de comprendre un peu leurs préoccupations sur l'aménagement du terrain. Certains nous ont mentionné qu'ils souhaitaient garder un accès au site via leur terrain, d'autres de garder la vue aussi sur le lac Saint-Charles. C'est un aspect qui était important. On a préparé des plans et devis pour le marais. Et puis, par la suite, on a réalisé les étapes d'autorisation auprès du ministère de l'Environnement pour la réalisation de cet ouvrage. En 2019, en 2020, on a d'abord débuté les travaux de construction de l'ouvrage de rétention et de filtration. C'est des volets qui sont déjà sur place. Là, vous les avez sûrement vus si vous êtes allé sur le site. En 2019, une autre idée a germé, celle de la forêt nourricière. Donc, il y a eu des discussions pour la réalisation de ce projet pilote. C'est la première forêt à Québec, donc on est très fiers de cette réalisation. En 2020, Agiro et Rafale, qui a repris un peu le mandat de la forêt nourricière, ont fait des consultations auprès de la population.
pour déterminer quel type de plantation les citoyens aimeraient avoir au sein de la forêt, mais aussi quelle animation ils aimeraient avoir pour ce site-là. Par la suite, en 2020, la forêt a été plantée là, grâce à de multiples bénévoles et le travail acharné d'Agiro et de Rafale. Pourquoi on a choisi ce site? D'abord, ça a été longuement réfléchi. Comme on le mentionnait, c'est un secteur très problématique au niveau de la gestion des eaux de pluie. Donc, pour pouvoir recueillir les eaux et les retourner au lac, il fallait que le site soit près du lac Saint-Charles. Ça demandait aussi une superficie assez importante. Là, comme on va le voir, l'ouvrage fait environ 3 hectares sur un site de 4 hectares. Donc, ça prenait une bonne superficie. Ça prenait également un site où le sol permettait l'infiltration de l'eau. Un des objectifs, c'est d'infiltrer l'eau pour permettre ce traitement-là. Donc, il fallait avoir les propriétés nécessaires sur le terrain. Ça nous prenait également un site qui permettait, avec le zonage, de mettre en place ce type d'ouvrage. Rappelons que c'était un site qui était voué au développement. Donc, là, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut revégétaliser ce site et le laisser aussi disponible à la population du voisinage. Donc, c'était une opportunité en soi de pouvoir donner aux gens qui sont très près du site un accès direct au lac Saint-Charles et maintenir aussi la vue sur le lac. Je vais laisser la parole à Mélanie. Bonsoir tout le monde. Nous, comme organisme Agiro, les gens nous ont connus peut-être plus sur le nom de l'APEL, mais donc Agiro, c'est un organisme qui souhaite améliorer la qualité de l'eau. Donc, on a travaillé en collaboration avec plusieurs partenaires pour réaliser le projet de marais filtrant. Donc, je vais plus vous expliquer qu'est-ce qu'on a fait. Ça ne marche pas. J'essaie de tourner. OK. Donc, comme on dit que souvent une photo vaut 1000 mots, on trouve que cette image-là vaut effectivement très, très cher parce que ça explique que le problème qu'il y avait dans ce secteur-là, il y avait un mélange entre les eaux de pluie et le fossé Bellevue. Et ça ne faisait pas un grand succès parce qu'il y avait énormément de sédiments. Là, on voit directement dans le lac, c'est très brun. Donc, ce panache-là, c'est dans le fond des sédiments. C'est quand l'eau tombait sur le territoire, mais ça amenait tous les polluants directement au lac. Donc, le projet qui a été proposé, c'est de séparer le fossé Bellevue, l'eau qui arrive de la montagne qui arrive, de séparer ce fossé-là de tout l'écoulement du secteur en gestion des eaux pluviales. Donc, maintenant, aujourd'hui, à cet endroit-là, l'eau du fossé se retrouve encore au lac, mais maintenant, toute l'eau du ruissellement urbain, toute l'eau des rues se retrouve traitée dans le marais. Et je vais vous expliquer un peu l'ouvrage parce que ce n'est pas un simple marais. Il y a différents éléments épurateurs. Donc, le premier, quand l'eau arrive sur le terrain, elle commence par un fossé de décantation qu'on voit là, exactement ici. Et là, on voit même sur la photo, l'image, que ça fait son travail puisque l'eau, le sable va se décanter. L'eau va aller ensuite dans l'aire de biorétention. Cette aire-là, à ce moment-là, était moins végétalisée. Aujourd'hui, elle est beaucoup plus végétalisée. Puis, vous voyez, dans le fond, que l'eau va s'infiltrer dans cet endroit-là. Si, par exemple, il y avait trop d'eau, ben là, après ça, ça va faire un trop-plein qui va s'en aller vers le marais. Le marais, là, on peut voir qu'il a été aussi aménagé pour la faune. Donc, des fois, vous allez voir des canards ou d'autres oiseaux parce qu'il y a des partenaires à ce projet-là. Donc, ça a été un double travail d'aménager ça pour la qualité de l'eau, mais aussi pour l'habitat faunique. Puis, si jamais il y a trop d'eau dans le milieu humide, dans le bassin de retenue permanente, bien, ça s'en va dans un fossé de dissipation qui va s'en aller tranquillement au lac. Donc, on voit qu'il y a toute une chaîne de traitement qui est faite. On peut aller à la suivante. Donc, en gros, c'est quoi le projet du marais Bellevue? C'est 3 hectares qui a été aménagé.
c'est 6 000 végétaux qui ont été plantés, 7 700 mètres ensemencés, puis effectivement qu'il y a eu énormément de participation citoyenne et éventuellement le site va être accessible au public. Puis, le grand succès de ce projet-là, c'est qu'on a commencé à suivre l'ouvrage, puis qu'on peut voir maintenant que l'eau qui arrive du ruissellement, là, vous voyez l'ensemble des bouteilles où il y a de l'eau brune, c'est l'eau qui arrive dans l'ouvrage. Et à la sortie de l'ouvrage, l'eau, elle est claire. Ça veut dire que on n'a pas fait ça en vain, mais que le travail est bien fait là, par l'ouvrage de rétention. Donc, c'est vraiment un beau succès. C'était un orage, mais en permanence, l'eau est filtrée lors de la pluie. Et aussi, en fait, ça a beaucoup attiré l'attention, puis il y a beaucoup de visites sur ce site-là, mais on a aussi gagné un prix d'excellence de la Société québécoise de phytotechnologie en 2021 grâce à notre partenariat entre Agiro et la Ville de Québec. Alors, merci Mélanie. Bonsoir tout le monde. De notre côté, Raphaël, si Agiro, lui, veille à la qualité de l'eau, la santé du lac pour les citoyens de la Ville de Québec, nous autres, on est là pour le bien-être des familles puis de la communauté en général depuis bientôt 20 ans. Oui, on peut dire ça, 18 ans cette année. Donc, je vais vous expliquer un petit peu comment Raphaël puis pourquoi on s'est intégré dans ce projet-là, puis pourquoi on a été interpellé par celui-ci. Parce que depuis toujours, c'est dans notre ADN de contribuer au bien-être, de contribuer au développement de notre communauté. Ouais, je vais jaser un peu. Puis de contribuer aussi à l'amélioration des conditions de vie des familles dans leur ensemble. Puis, pour ce faire, comment on s'y prend? Nous, on développe des activités avec les gens pour répondre à leurs besoins, à leurs intérêts, puis aussi à leurs préoccupations. Ce qui fait que ces activités-là se développent et sont mises en place. Elles visent toujours à soutenir un petit peu, en fait, l'apprentissage en groupe, le développement de compétences, le développement de réseaux d'entraide également, puis la participation citoyenne. Donc, avec le temps, on a mis en place beaucoup d'activités qui permettent aux gens de vivre des expériences personnelles, puis collectives également, qui viennent nourrir leur expérience personnelle ou collective. Puis quand on parle de nourrir, c'est le cas de le dire, c'est des expériences nourrissantes, puis au sein des activités qui ont été mises en place par et pour les citoyens, eh bien, on voit ici toute une série d'activités qui, depuis 2010, donc bientôt 10 ans, encore une fois, 10 ans déjà, devrais-je dire, eh bien, ces activités-là, on a accompagné les citoyens pour les mettre en place. Les cuisines collectives, le jardin, le groupe d'achat, le four à pain, qui est une initiative 100% citoyenne, soutenue par la Ville, puis accompagnée par Raphaël, mais je tiens quand même à dire que c'est une initiative qui fait l'envie de bien des gens, des quartiers dans la Ville de Québec. Et puis, donc, nous, on accompagne les citoyens qui, eux, proposent des activités, les structures, mobilisent des gens. Puis encore aujourd'hui, toutes ces activités-là sont en marche et puis ça donne naissance à un système, si on peut dire, là, qui favorise une alimentation saine, accessible et durable, ici même à Lac-Saint-Charles. Donc, quand Mélanie nous a proposé d'embarquer dans le projet de forêt nourricière, on s'est dit, wow, c'est comme la cerise sur le sundae, on viendrait boucler la boucle de notre super petit circuit alimentaire de proximité qui a été mis en place par et pour les familles. Ce qui fait que là, on s'est demandé, pour mettre la forêt dans la boucle, pour respecter notre mission et puis être dans la continuité de celle-ci, on a démarré, tu peux passer à la suivante, Anne-Marie, un processus de participation citoyenne pour justement que les gens se sentent impliqués puis qu'ils soient partie prenante de ce projet-là. Comme Anne-Marie le disait, en janvier 2020, on a fait une consultation citoyenne avec Agiro. Il y a eu 25 personnes, je pense, qui étaient là. Puis à partir de ces 25 personnes-là qui ont donné leur avis, puis nommé leur intérêt,
eh bien, on a formé un premier petit comité de démarrage qui s'est rencontré en février pour se prononcer sur les végétaux, puis commencer à s'approprier un petit peu une vision du projet, puis à quoi ça ressemblerait. Puis je me suis rendu compte à ce moment-là que j'étais entourée de citoyens passionnés puis experts en la matière. Donc, je n'ai pas pu m'empêcher de me dire que moi, en tant que directrice de Rafale, là, je trouvais ça vraiment génial d'avoir un comité qui se passionnait de ça puis qui avait envie de s'engager puis de s'impliquer là-dedans. Donc, puis après février 2020, bien, je vous laisse deviner qu'est-ce qui s'est passé. Je ne le nommerai pas, mais on a dû prendre une petite pause qui fait qu'en juin, juillet, on a redémarré un peu la machine avec la ville, Mélanie, des nouveaux acteurs tels que Gwen Roland pour redémarrer le projet puis le porter là, jusqu'à sa plantation en septembre. Donc, en juin, juillet, on a fait du porte-à-porte chez tous les voisins. On a rencontré des gens formidables. Certains font même partie du comité de pilotage. Par la suite, en septembre, ben là, il y a Agiro qui a piloté d'une main de maître la plantation pendant 2 semaines, je pense, de temps qu'ils ont planté. Puis les familles, elles, y ont participé également. Ensuite, au mois d'octobre, ben, il y a eu le déplacement de la fameuse cabane du gardien du lac, qui donne une petite touche un peu historique au site. Et puis, il y a un groupe de citoyens aussi qui s'est mobilisé là, pour construire le toit de cette fameuse cabane-là, lui redonner un petit air de jeunesse. Donc, ça, c'est ce qu'on a fait pour, comment dire, s'assurer que le projet soit bien enraciné puis que les gens s'y attachent. Donc, l'été dernier, notre première vraie saison, si je peux le dire comme ça, bien, on a pu remarquer que le comité de pilotage se consolidait, que, excusez-moi, le développement de la forêt puis sa vision prenait forme, que des personnes qui étaient activement engagées dans l'entretien puis la bonification des espaces nourriciers, tout ça dans le respect de la nature des uns et des autres, qu'il y avait des partenaires tels que Naomi qui est ici ce soir, apicultrice pour la miellerie Les Voisines, qui se sont joints fièrement au projet. Et puis, évidemment, ben, on a invité des groupes dans des classes éducatives là, comme le PVE. Donc, voilà. Pour nous, notre souhait pour la forêt, ben, c'est que ce soit un lieu de tous les possibles, hein, que ce soit au niveau écologique ou du vivre ensemble, puis que ce soit un projet modèle, rassembleur, qui fait la fierté de tous. Donc, voilà. Pour être fidèle à nous-mêmes, ben, on a envie de le faire avec vous, puis c'est un petit peu ça, là. On est ici pour voir vers où on s'oriente avec tout ça. Merci beaucoup, Nancy puis Mélanie. Donc, je reprends la parole pour entrer là, dans le volet plus aménagement pour le reste du site, parce que comme on l'a vu déjà, le marais filtrant est en place, la forêt également. Mais on se disait, ben, c'est un site qui est maintenant un espace public puisque la ville est propriétaire. Puis, dans les orientations, bien, on souhaite quand même encadrer un peu l'accès à ce site-là parce qu'on le sait que les gens vont vouloir aller sur place. La vue, elle est phénoménale. Donc, mais on veut toutefois assurer la quiétude du voisinage là, avec la rue des Échassiers et la rue Philippe-Bédard. Donc, on ne veut pas faire des aménagements qui sont très grands, mais minimaux pour être capable de diriger la circulation sur ce site. On souhaite mettre en valeur la qualité paysagère du site en conservant la vue sur le lac et puis intégrer les bonnes pratiques là, de la Ville de Québec en termes de gestion des eaux de pluie et de verdissement. Donc, là, voilà la proposition d'aménagement. Donc, comme on le mentionnait, déjà, le marais filtrant, là, on a la rue des Échassiers là, pour vous situer. L'avenue du Lac-Saint-Charles ici et la rue Philippe-Bédard. Le marais filtrant, qui est toute cette portion-ci, qui est déjà construit sur le site, ainsi que la forêt nourricière à cet endroit. Donc, tous les plants que vous voyez sont déjà plantés sur le terrain. Ce qu'on propose d'ajouter, en fait,
cet accès-là, elle est déjà là. C'est un accès qui permet de venir entretenir là, la végétation du marais, remplacer les plantes qui sont mortes, tondre un peu la végétation. Donc, ça, c'est déjà là. Ce qu'on propose, c'est où l'entrée de la rue des Échassiers, avoir un aire de retournement. Donc, on sait que présentement, là, certains gens se stationnent sur la rue des Échassiers, mais l'aire de retournement va permettre à ces gens-là d'au moins minimalement se retourner et ne pas se retourner dans les entrées là, des citoyens, mais bien sur le site pour repartir. Donc, c'est un espace qui va aussi, l'hiver, permettre aux camions de déneiger, entasser un peu la neige à cet endroit-là et de retourner sur la rue des Échassiers. Donc, ça, c'est un aménagement qui est proposé. Par la suite, il y a un aspect principal là, qui est un sentier principal de l'entrée vers le lac Saint-Charles. C'est le seul sentier là, qui est prévu sur le site. Sur ce sentier, il pourrait y avoir quelques bancs, certains ici à l'entrée, et puis près de la forêt nourricière, mais également en bas où le lac, il y aurait des petits bancs aussi en granit à cet endroit-là pour permettre d'avoir peut-être des animations dans un site un peu plus discret, là, caché et non pas au niveau plus de l'air ouverte à cet endroit-là. Par la suite, comme je le mentionnais, le mobilier, là, oui, il y a des bancs, mais il y a peut-être aussi une petite table à pique-nique à cet endroit-là et une autre plus près du lac qui sont prévus. Je pense que ça fait le tour de la présentation. Je voulais vous laisser avec une image qui est très belle. En fait, on voulait vous donner envie de rêver puis de voir un peu la forêt à maturité. Donc, on voit ici une vue où la rue Philippe-Bédard qui est à cet endroit-là, avec les arbres matures, des arbres fruitiers qui sont plantés, de la rhubarbe ici, petite végétation, mais également des saules qui sont déjà plantés présentement, mais qui ne sont pas à pleine maturité, qui vont quand même permettre là, de faire un écran avec les cours là, des citoyens sur la rue Philippe-Bédard. Donc, je vais arrêter mon partage. Parfait. Merci beaucoup Anne-Marie, Nancy et Mélanie. Très intéressant et très complet. Ça donne envie. Alors, j'inviterais maintenant à passer à la période des questions